Donc, je vais faire une courte introduction en rappelant la question des interactions plantes-microbiote dans la prospective et qui a été essentiellement traitée à travers l'enjeu de l'holobionte et de gérer l'holobionte des plantes cultivées. Alors, c'est une des trois hypothèses, une des trois stratégies de protection des cultures sans pesticides chimiques en 2050. Je vais rapidement définir l'holobionte parce que c'est un terme particulier. Donc l'holobionte, ça correspond finalement à une entité vivante, un organisme supérieur, une entité vivante constituée d'un organisme supérieur qui est la plante hôte et de son microbiote, c'est-à-dire de l'ensemble des communautés microbiennes et des micro-organismes qui lui sont étroitement associés. Là, il y a vraiment une grande diversité de micro-organismes qui peuvent être associés. Alors, ce microbiote, il est très important dans différents stades, notamment pour la résistance aux bioagresseurs ou pour la résistance aux maladies. Il est aussi important dans le développement de la plante. Donc, je pense que les intervenants vont revenir sur tous ces éléments. Et donc là, il s'agit de renforcer la santé et l'adaptabilité de l'holobionte en jouant sur trois compartiments. Le microbiome, donc ces communautés microbiennes, et là c'est principalement du sol dont il s'agit. La plante hôte, c'est-à-dire la plante cultivée, et donc il s'agit de renforcer notamment les interactions avec les communautés microbiennes. Et puis l'environnement, le sol par exemple. Et donc les trois... L'hypothèse qu'on a construite à 2050, elle vise à développer la diversité microbienne pour renforcer l'adaptabilité de l'holobionte et les fonctions du microbiome du sol. Alors là, on a trois types d'actions qui ont été identifiées, en fait, qui pourraient être développées. La première par des pratiques culturales, notamment le travail des sols, la gestion des résidus, mais aussi le choix des cultures qui interagissent directement sur les communautés microbiennes du sol, qui les sélectionnent, qui les orientent. Et puis aussi par l'inoculation de micro-organismes quand il y a des situations particulières, disons de déséquilibre à l'intérieur des communautés microbiennes, on dit de dysbiose, et là l'inoculation peut aider, et évidemment aussi par une sélection végétale adaptée, c'est-à-dire sélection de plantes qui sont en capacité de mettre en œuvre ces interactions avec les communautés microbiennes. Donc j'en resterai là pour mon introduction et je passe la parole au présentateur. Merci Olivier à nouveau. Et donc, petite séquence introductive de l'importance de ces microbes. Donc, j'ai le plaisir d'inviter Marc-André Sellos du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, Marc-André, pourquoi ces microbes sont si importants pour nous ? Alors déjà, pour mon équipe, pour notre équipe au Muséum d'histoire naturelle, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Et je ne vais pas vous présenter là les travaux que nous faisons, en dépit du fait qu'on s'intéresse de plus en plus à ces communautés microbiennes dans des contextes agricoles, et notamment l'influence de l'arrêt du labour ou l'influence de la bio ou de la biodynamie sur ces microbiotes dans des contextes de viticulture et de céréaliculture. Donc là, je fais de la prétérition parce que je ne vais pas vous en parler justement. J'ai essayé de vous planter un décor. Un décor fait de plantes n'est pas un décor fait de plantes. Ceci n'est pas une communauté végétale. Ce sont des microbes. Si vous retirez toutes les plantes, là, et tout le sol, tout ce qui est minéral, toute la plante, vous verrez encore la plante. Vous verrez encore le sol. Parce que c'est plein de microbes, ils seront toujours là. Alors il y aura une espèce de flou qui vous indiquera la forme exacte de toutes ces structures. En réalité, il y a des microbes partout, et ce ne sont pas que des passants. Ce sont des acteurs. Ce sont des acteurs, d'ailleurs, dès le cœur des cellules. Je ne vais pas être très long là-dessus, mais une plante fait la photosynthèse, et puis une plante respire. Or ça, au fond de la cellule de la plante, c'est la présence de bactéries. Par exemple, les chloroplastes, on le sait très bien aujourd'hui, sont des cyanobactéries, donc des bactéries symbiotiques qui sont au fond des cellules. J'ai exhumé une image qui renvoie à l'histoire des sciences, puisque c'est en 1978 les premières comparaisons de séquences qui montrent des proximités évolutives entre les chloroplastes et les cyanobactéries, ou encore du reste entre les mitochondries qui assurent la respiration chez les eucaryotes et des bactéries. En réalité, vous voyez que ça fait un bout de temps qu'on sait que le métabolisme du végétal n'est pas le métabolisme du végétal, mais celui des microbes qui sont incorporés dedans.
Mais donc vous pourriez me dire, oui, bon, maintenant, en fait, ça fait partie du végétal. Plast et mitochondries sont déjà la preuve intime de la présence microbienne dans la plante. Bon, mais on va bien sûr pas parler de ça aujourd'hui. Alors, regardons les racines. Regardez les racines, c'est un double problème. D'abord, on ne les voit pas, les racines, hein, elles sont en dessous. Conceptuellement, c'est quand même quelque chose qui est parfois difficile à prendre en compte. Regardez le nombre de variétés de porte-greffes qu'il y a et le nombre de cépages. 30 au catalogue français versus 300. Bon. En fait, ce qui est en dessous, on ne le regarde pas trop. Même scientifiquement, il y a un déficit. Et en plus, même si on le regardait, on ne pourrait pas le voir parce que la réalité, elle est microbienne pour les racines. Dans les racines saines, elles sont ici colorées en bleu, il y a des structures de champignons, il y a des filaments de champignons. Hein. Et chez 8/10 des plantes au moins, il y a des champignons dont le mycélium, qui est présent dans le sol, colonise la plante et réalise ce qu'on appelle une association mycorhizienne, une mycorhize. Et cette mycorhize, elle a plein de rôles, mais elle a avant tout un rôle nutritif, car, comme je vous l'ai indiqué, ces champignons-là explorent le sol. Ici, vous avez une mycorhize de légumineuse avec tout le mycélium qui sort dans le sol de ces champignons qui appartiennent au groupe des gloméromycètes, alors un groupe un peu cryptique pour nous, parce qu'en plus, regardez, quand ils sporulent dans le sol, ce qui fait qu'on, même au moment de la reproduction, ces champignons-là, on ne les voit pas. Sur cette image assez ancienne qui vient de l'INRA, à l'époque c'était l'INRA de Dijon en les années 70, on a un sol stérilisé, là on pourrait se dire qu'un sol stérilisé est une bonne nouvelle, et ici le même sol stérilisé où on a remis les spores des champignons mycorhiziens. On voit très bien qu'en sol stérilisé, au bout de 3 mois, l'oignon ne s'est pas développé quand il s'est développé normalement ici. Et ça, on ne peut pas reprocher à nos anciens d'avoir fait cette erreur. Mais il y a une erreur dramatique qui a été faite, qui est de penser à la plante comme plante. Du coup, elle est malade, on tue tout ce qui peut la rendre malade. Elle a faim, on lui donne des engrais. On ne voit pas du tout la logique microbienne sur laquelle elle fonctionne et même on l'abîme parce qu'on jette les bons et les méchants alors que le problème est de garder les bons. Et aujourd'hui, c'est tout l'enjeu d'une agriculture alternative, c'est de se dire que bien sûr, on ne veut pas de pathogènes, mais si on tue tout, on n'a rien. Et donc, on veut des champignons, notamment sur les racines, pour faire ces mycorhizes dont la logique est avant tout nutritive. Le champignon reçoit des sucres, voire des lipides, et en échange, il va faire les courses pour la plante, il va chercher des ressources qui sont diluées dans le sol, et d'ailleurs éventuellement pour le phosphore et le fer pas mobile, et il les ramène, d'abord pour lui d'ailleurs, mais aussi pour la plante. Il y a aussi des effets de protection. Et ça, il faut bien comprendre que le rôle protecteur des habitants de la plante, il est évolutivement logique, parce que dès lors que vous habitez quelque part et vous nourrissez quelque part, plus vous entretenez cette structure, plus vous avez de chances de vous nourrir et de vivre longtemps, plus vous avez de descendants. Et vous savez que la grande loi de l'évolution, c'est de vivre longtemps et d'avoir beaucoup d'enfants. C'est pas que dans les contes. Hein. La réalité est là. Et donc, au cours de leur évolution, ces champignons ont empilé des façons de protéger les racines. Je vais donner quelques exemples de ça. D'abord parler du caractère calcicole, qui chez la plupart des plantes n'est pas un caractère de la plante quand on l'élève en sol stérile. Ils sont souvent calcifuges dans ces cas-là. Regardez ici ce qui se passe pour l'eucalyptus. Alors, il est mycorhizé en noir ou pas mycorhizé en gris. Il est sur sol non calcaire quand ce sont des ronds et sur un sol calcaire quand ce sont des carrés. Vous voyez que quand les plants sont sur sol non calcaire, quand vous retirez les ectomycorhizes, la croissance diminue d'un facteur 2. Bon, bah oui, c'est un problème alimentaire. Quand vous êtes en sol calcaire, la croissance diminue d'un facteur 10. Voilà. Alors, le champignon fait partie des mécanismes actifs de pompage du calcium hors des cellules, mais également, il produit sur ses filaments des cristaux d'oxalate de calcium qui rendent indisponible localement, non biodisponible, le calcium. Protection, disais-je, contre les stress et les problèmes abiotiques, avec une protection qui ici est directe, mais je vais vous montrer que cette protection opère aussi contre des stress biotiques et bien plus. Qu'elle opère de façon aussi indirecte, parce que là c'était quand même plutôt direct. On va infecter des variétés élites de tabac par, mycorhizées ou pas, par l'agent de la pourriture grise, le Botrytis cinerea. Et on obtient, vous voyez, des lésions qui peuvent être soit très grandes, soit très petites. Quand on répète l'opération, on s'aperçoit que les dommages sont 2,5 fois en moyenne plus élevés sur les feuilles des plants non mycorhizés que sur les feuilles des plants mycorhizés. En fait, c'est un peu paradoxal parce que les mycorhizes sont sur la feuille, les mycorhizes sont sur les racines, la maladie est sur la feuille, mais il y a là un effet systémique et un effet systémique d'activation du système immunitaire. Regardez par exemple cette PR protéine, une protéase qui va
en fait détruire les enzymes du champignon et limiter sa capacité à attaquer la plante. Il s'agit d'une réponse à l'attaque, hein, ce n'est pas une prémunition. On voit très bien que l'activation se fait beaucoup plus vite sur les plants mycorhizés que sur les plants non mycorhizés. Donc vous avez là un effet protecteur, c'est clair, mais un effet protecteur qui est systémique et qui passe en fait par la remodulation du système immunitaire de la plante. On ne sait pas exactement comment ça marche, mais on a aujourd'hui quelques preuves que les plantes sont plus capables d'émettre des signaux d'alerte et surtout les cellules plus potentialisées à les percevoir. Mais ça reste un peu mystérieux. Ça renvoie sans doute à ces petits peptides sécrétés que les champignons émettent et qui circulent dans la plante et qui reprogramment complètement la plante. Mais quelle que soit la raison de ça, on voit très bien que cette protection, elle affecte aussi des attaques biologiques et elle est systémique. Alors, tirons-nous des racines et passons aux parties aériennes, parce qu'après tout, il ne faut pas les négliger pour autant. Ces parties aériennes sont aussi bourrées de micro-organismes. Et là, il faut réaliser que derrière ce que vous voyez, il y a dans les parties aériennes, notamment dans les feuilles, des micro-organismes, pour une raison toute bête. C'est qu'en fait, chez la plante, les tissus sont creux. C'est une grosse différence avec les microbiotes animaux, c'est une grosse différence avec la colonisation des organismes animaux qui sont colonisés sur leur surface et dans leur cavité. Chez les plantes, il y a des lacunes qui permettent la circulation des gaz. Elles sont très développées dans les feuilles, mais vous en trouvez jusque dans les tiges, et d'ailleurs jusque dans les racines. Parce qu'il y a une paroi autour de la cellule végétale et que, du coup, on peut délaminer les cellules et permettre à de l'air de circuler, ce qui ne serait pas possible chez les organismes comme nous, dont les cellules n'ont pas de paroi. Et donc, comme il y a des trous, il y a des gens qui rentrent dans les trous, d'autant plus qu'il y a des prises d'air. Les stomates, dans les feuilles, ou les lenticelles, sur les troncs. On a tendance à beaucoup oublier et à ne plus voir quand les troncs vieillissent, mais il y a toujours des lenticelles. Regardez, dans les bouchons de liège, par exemple, ça se voit très bien. Il y a des traînées brunes. Alors, l'idée, c'est que donc, on a plein de trous qui communiquent avec l'extérieur, et il rentre là plein de champignons. Vous voyez qu'une feuille de chez nous, eh bien, c'est des centaines d'espèces de champignons. C'est aussi des tas de bactéries, 10 à 100 millions de bactéries par gramme de feuilles. C'est densément peuplé et contissé, là, vraiment. C'est-à-dire que c'est au cœur même des tissus. Alors, ces organismes réalisent des protections. Par exemple, voilà une protection contre un problème abiotique, les bouffées de chaleur en sol volcanique. Alors, c'est relativement anecdotique, mais cette petite graminée est bourrée d'un champignon endophyte, qui est un curvularia. Et quand on élève la plante avec ou sans curvularia, traitée ou non au fongicide, à 40 degrés, ma foi, ça pousse dans tous les cas. Si maintenant, on l'a fait pousser à 45 degrés, là, on voit que s'il n'y a pas de champignons, la thermotolérance a complètement disparu. En réalité, il y a beaucoup de stress contre lesquels protègent les organismes qui vivent dans les feuilles. Et l'une des raisons de ça, probablement, c'est que ces champignons et ces bactéries, pour s'installer, sont capables d'inactiver les radicaux libres produits par la plante, parce que ça, c'est une réaction contre les pathogènes à laquelle ils seraient sensibles chaque fois qu'elle est produite. Et c'est probablement quelque chose qui s'opère quand il y a des stress. Les stress produisent un suraccident, les radicaux libres. Et l'éradication de ces radicaux libres fait que quand il y a un stress, il y a juste le stress et pas le suraccident durable et beaucoup plus grave que sont les radicaux libres produits lors du stress. Un petit passage par les cacaoyères où très longtemps on a ratissé les feuilles mortes pour éviter que les maladies qui avaient éventuellement tué ces feuilles reviennent sur les jeunes feuilles. Aujourd'hui on revient un petit peu de ça. On s'aperçoit en particulier qu'il y a un champignon endophyte des feuilles, le Colletotrichum tropicale, qui, plus il est abondant, moins il y a de symptômes de maladie. Et dans cet article, les auteurs démontrent que il y a un lien causal. Et notamment, ils ont élevé des cacaos sur un sol stérile, en l'absence de litière, mais sur un sol pas stérile. Sur un sol pas stérile avec une litière mélangée, donc quelques feuilles de cacaoyer, et sur un sol non stérile avec une litière de feuilles mortes de cacaoyer. Et vous voyez qu'en réalité, dans leur travail, on voit très bien que l'intensité des symptômes de maladie diminue significativement entre les deux extrêmes, et surtout que dans tous les cas, la colonisation par le Colletotrichum augmente. Et donc maintenant, la recommandation, c'est il n'y a pas que des maladies qui reviennent des feuilles mortes vers les jeunes feuilles, c'est de plutôt laisser les feuilles dans les cacaoyères. Ça va jusqu'à la reproduction, qui boucle le cycle. Ces fleurs que vous voyez et les fruits sont aussi le siège de microbes. Et si je prends l'exemple du sureau, qui émet beaucoup de terpènes odorants, on en fait même des vins et des confitures et des alcools,
Vous voyez que l'émission de terpènes sur une dizaine de jours, bon, bah, elle finit par décroître, hein, parce qu'évidemment, bon, ça ne dure pas éternellement. Si on fait un second lot de fleurs qu'on a fumigées au temps zéro, on s'aperçoit que l'émission de terpènes volatiles diminue d'un facteur 3. Par contre, les précurseurs s'accumulent. En réalité, la volatilisation de l'odeur est une histoire microbienne dans la fleur de sureau. Ils sont vraiment lichés partout. D'ailleurs, ils sont aussi dans les tissus de la graine. Et parmi les habitants des tissus de la graine, il y a ces fameuses bactéries fluorescentes roses qui mangent en fait des composés à un seul carbone, issus de la plante, notamment de la déméthylation des pectines. Elles sont extracellulaires et elles ont des rôles très importants dans les graines pour aider à la germination. Regardez, les graines germent normalement à 45% sur le soja. Quand on en met un peu plus de ces bactéries, elles germent mieux. Quand on les tue toutes, elles germent moins. Quand on les tue toutes, mais qu'on remet ces bactéries, on retourne à des germinations normales. On peut aussi supplémenter en cytokinine et obtenir des résultats voisins, et on pense qu'aujourd'hui, une partie des cytokinines de la plante sont produites par ces bactéries-là. Alors, c'est un peu amusant de voir que même dans la reproduction, il y a des bactéries. Et d'ailleurs, au moment de la reproduction, c'est là d'ailleurs que se passe d'une génération à l'autre certaines des bactéries. Il y a dans la graine un microbiote qui est hérité, et la graine est aussi le moment d'une transmission verticale. Il y a d'ailleurs des méthodes qui consistent, pour introduire des microbes dans les graines, à les introduire dans les fleurs. J'en ai pratiquement fini. Il y a un miracle qui se réalise ici et qu'il faut expliquer. Comment se fait-il qu'il n'y ait pratiquement aucune zone ni aucune fonction dans lesquelles ne se soient glissés ces microbes qui habitent la plante et qui sont donc plus que des passagers? Ça peut paraître paradoxal, mais il faut bien comprendre ce qu'implique la coexistence. Imaginons deux espèces, la grise et la rose, qui vivent dans le même milieu. Et concentrons-nous sur la façon dont elles sont, pour l'instant, autonomes dans la façon de se tenir droit. Imaginons qu'elles sont vraiment tout le temps ensemble. Soit qu'elles soient en symbiose, soit que l'une parasite l'autre, soit qu'elles parasitent le même organisme, soit qu'elles soient symbiotes du même organisme. Bref, elles sont tout le temps ensemble. Bon, là, on peut toujours supprimer l'une des deux espèces du point de vue de la verticalité du port, toujours autonome. Maintenant, imaginez une mutation comme ça, qui ne supprime pas la jambe, donc il n'y a pas d'économie de carbone, il n'y a pas d'intérêt à ça, mais juste, ça tient toujours. Ça tient toujours, ce qui s'est passé là n'est pas sélectionné, ça ne change rien, c'est ni mieux ni moins bien, ça tient toujours, sauf que maintenant on a de la dépendance. C'est complètement contingent et neutre, et cette histoire-là, en plus, c'est assez irréversible parce que rien ne sélectionne plus le retour de la fonction porteuse de la jambe. J'ai créé une dépendance, et d'ailleurs ça peut être symétrique, hein. Tous les partenaires en présence rentrent dans cette dépendance, et les microbes dont on parle sont très dépendants de la plante aussi. Imaginez que la plante a, pendant les centaines de millions d'années que ses ancêtres ont été des plantes, accumulé des occasions de faire ça avec des milliers, si ce n'est des millions d'espèces de microbes. Il en résulte des milliers, si ce n'est des millions de dépendances. Et c'est ces dépendances dont nous nous sommes passés en préférant éliminer les microbes que nous appuyer dessus. En fait, c'est un cliquet qui entraîne vers des dépendances accrues, et aujourd'hui, on ne peut plus voir la plante sans ses habitants. On voit très bien que ceci est une communauté microbienne, on voit très bien les microbes. Je n'ai pas, moi, parlé d'holobionte, parce que vous pourriez dire que la plante est un holobionte, mais en réalité, vous essayez de refaire une entité autonome, et vous n'allez pas vers la dépendance. La vérité, c'est que nous devons passer d'une biologie des organismes à une biologie des interactions, et qu'aujourd'hui, c'est l'interaction qui compte, et pas la recherche illusoire d'entités autonomes. Nous devons utiliser l'interaction pour interagir avec les plantes. On en avait parlé avec quelques collègues il y a fort longtemps dans les crasses, dans un article qui avait à l'époque été accepté du bout des lèvres, et c'était le mauvais moment, les mauvais mots, et peut-être le mauvais journal, mais le bilan, c'est que le parcours en 20 ans est phénoménal, et on peut aujourd'hui dire, on pourrait même écrire un livre là-dessus, que les organismes vivants dont les plantes ne sont jamais seules, mais ce qui est enthousiasmant dans votre travail, c'est que demain, grâce aux travaux que je vois faire ici, peut-être ce sera une façon d'accompagner les plantes. Un grand merci. Et le décor est planté. Et on va rebondir dessus. Donc, Christophe Mougel d'INRAE va nous présenter
les activités en cours sur ce thème dans le projet Deep Impact. Merci beaucoup. Marc-André, un grand merci déjà d'être rendu disponible. Quand on avait mis ton nom sur l'organisation des journées, on savait que ça allait être un show. Alors, on savait que ça allait être aussi dans un cinéma, donc le cadre s'y prête encore d'autant plus. Mais en tout cas, j'étais très content que tu acceptes, et je pense que la communauté autour de la salle a apprécié aussi ton intervention qui est toujours très agréable et très didactique. Donc un grand merci pour ça. Je sais que tu vas devoir nous quitter assez rapidement après, mais en tout cas, merci déjà d'être venu. Donc merci aussi pour effectivement le temps pour présenter les différents projets donc, qui traitent un peu de cette question autour des micro-organismes associés aux plantes. Alors, on ne va pas débattre du concept holobionte aujourd'hui, mais en tout cas, autour de ces interactions, il y a certainement des choses à faire. Et effectivement, donc, un des premiers projets qui sera présenté dans le cadre donc, du projet Cultiver, protéger autrement et le projet Deep Impact que j'ai le plaisir de coordonner. Et donc là, ce que je vais vous présenter, c'est un peu le résultat effectivement d'un consortium. La recherche ne se fait pas seule, et donc c'est tout un collectif qui travaille autour de cette thématique. Et donc c'est un des projets qui cible la totalité de ces recherches en fait, sur ces interactions entre la plante et les micro-organismes. Et puis donc vous aurez deux autres illustrations après sur deux autres projets qui traitent aussi ces aspects-là sur d'autres compartiments de la plante. Donc je vais reprendre un peu ce que disait Marc-André, mais en tout cas, je pense qu'on est tous convaincus aujourd'hui, en tout cas on pourra faire un sondage après cette première diapo, qu'effectivement les macro-organismes sont en interaction avec des micro-organismes, et que ces interactions, elles sont très importantes, elles sont étroites, elles peuvent avoir été sélectionnées au cours de processus évolutifs. Alors est-ce que c'est de l'holobionte ou pas, peu importe, mais en tout cas, il y a certainement des concepts ou des idées autour de la sélection de ces interactions qui est importante de garder dans un contexte agricole. Et donc ces micro-organismes, on va les retrouver associés à tous les macro-organismes. Alors, bien sûr, les insectes, on en a déjà parlé. Alors, est-ce que le laser marche? Non, alors bon, ok. Il ne marche pas. Donc en fait, les insectes, et pourquoi j'ai voulu présenter les insectes? Parce qu'en agriculture, on a aussi des problèmes de ravageurs. Et donc ces ravageurs sont aussi en interaction avec des micro-organismes qui vont avoir les mêmes effets et les mêmes types d'interactions que ce qu'on va chercher à optimiser avec la plante cultivée. Et donc il y a toute une dualité autour de ces interactions entre les macro-organismes et les insectes. Et puis, on a bien sûr le cas au niveau de l'homme. Et là, je pense que vous êtes tous aujourd'hui convaincus, et l'INRA fait beaucoup de recherches autour de ça, sur effectivement l'importance de ces interactions avec, bien sûr, un dynamisme de recherche, parce qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants probablement que ce qui se passe sur les plantes, autour des interactions entre l'homme et ces micro-organismes. Et donc, pour ce qui nous intéresse, effectivement, la plante, et Marc-André l'a bien présenté, est en interaction avec des micro-organismes, et ça, quel que soit ces tissus, et dans une dynamique spatiale et temporelle qui est très importante, et ce qui nous pose en fait des problématiques en termes de recherche. Ce qui est important, en tout cas, de garder en tête, c'est que ces micro-organismes, ce n'est pas forcément les espèces ou les entités taxonomiques qui vont être importantes, mais c'est aussi toutes les fonctions qu'elles sont capables de remplir. Et ces fonctions vont réellement étendre le potentiel génétique de l'hôte avec lequel elles interagissent, et donc apporter potentiellement de nouvelles fonctions que l'hôte ne serait pas capable d'avoir en tant que tel, et qui vont donc lui permettre, ces fonctions, de pouvoir s'adapter à son environnement et à ses contraintes environnementales, qu'elles soient abiotiques ou biotiques. Marc-André en a parlé. Et puis de garder ça dans un contexte aussi de changement climatique, c'est-à-dire que la question autour de la résilience ou de la résistance à ces perturbations peut aussi embarquer des interactions et des fonctions qui vont être aussi portées par les micro-organismes. Alors, les micro-organismes associés aux plantes, il faut garder en tête que ce sont des recherches académiques, et à la genèse en fait, du projet Deep Impact, il y a tout un corpus de connaissances essentiellement faites sur des espèces modèles. Et donc la grande question qu'on avait dans le cadre de Deep Impact, c'était finalement tout ce qu'on connaît ou tout ce qu'on a pu produire comme connaissances sur des espèces modèles, alors bien sûr Arabidopsis, mais pas que. Est-ce qu'on est capable finalement de les transférer vers des plantes d'intérêt agronomique qui vont être dans d'autres contraintes, on va dire, d'utilisation et d'usage? Et donc c'était un peu ça l'ambition autour du projet Deep Impact. Et donc, on ne partait pas de rien. Le consortium réuni avait déjà produit un certain nombre de connaissances autour de ces interactions. Et puis donc, ce qu'on peut lister en gros, c'est que effectivement, ces connaissances permettaient de démontrer finalement que ces micro-organismes permettaient à la plante de s'adapter à ces stress biotiques, à ces bioagresseurs, avec soit effectivement une interaction directe via l'immunité végétale, et donc là ça fait le écho en fait à tout le champ de la sélection de gènes de résistance, mais aussi via des interactions
avec les micro-organismes avec lesquels elle interagissait. Et donc là, on avait différents types et natures d'interactions, que ce soit des interactions type microbe-microbe, donc par rapport à des processus d'antagonisme, mais là, on envisage effectivement ce qu'on va mettre derrière le biocontrôle, mais aussi directement ces micro-organismes par rapport à la modulation de l'immunité de la plante. Et ça, donc, c'est quelque chose qui est important à garder en tête. Et puis que derrière, il y avait des bases génétiques, notamment du côté plante, qui va jouer en fait sur ces équilibres microbiens et donc potentiellement mettre la plante dans un contexte de bonne santé, en tout cas de biose, et de limiter finalement des déséquilibres qui vont aller vers de la dysbiose. Les contextes pédoclimatiques et les pratiques agronomiques, ce sont des facteurs et des filtres écologiques et environnementaux qui sont importants pour structurer cette diversité. Donc là, ça fait écho effectivement de ce qui se passe dans le sol. Et ce qui se passe dans le sol, c'est important parce que finalement, c'est le réservoir à partir duquel la plante va pouvoir expérimenter des interactions et donc aller rechercher, alors recruter, le terme est peut-être abusif, mais en tout cas, de pouvoir aller interagir avec des fractions microbiennes particulières. Et puis donc, ce qu'il faut garder en tête aussi, qui est important, et c'est aussi au cœur du projet, c'est que derrière la description finalement de ces entités taxonomiques, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'il faut faire un focus et un pas de côté très important pour aller vers les fonctions microbiennes. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement important de décrire les espèces présentes, mais aussi de savoir ce qu'elles sont capables de remplir lorsqu'elles sont en interaction, et comment finalement on peut arriver à mobiliser ces différentes fonctions dans une optique de santé de la plante qui va limiter en fait les dysbioses. Et donc ça, c'était un peu à la base et la genèse du projet Deep Impact, donc qui était vraiment de repositionner les connaissances autour du microbiote pour aller vers une optimisation de sa performance, avec deux hypothèses majeures qui sont en fait le cœur. Et donc pour ceux qui étaient là hier, vous avez déjà pu voir un peu un focus particulier sur un des aspects du projet, qui était vraiment de pouvoir prendre en compte en fait ces contextes pédoclimatiques et ces pratiques agronomiques comme étant des facteurs importants de la structuration de la diversité des espèces microbiennes dans les sols, réservoir potentiel d'interaction avec la plante, et que donc cette diversité, elle était bien sûr mobilisable par la plante cultivée. Et puis une deuxième hypothèse majeure qui fera aussi écho à ce qu'on pourra discuter autour effectivement de l'holobiont en rediscutant le concept si on veut, mais c'est qu'effectivement derrière l'aspect plante, la génétique ou le génotype de la plante interagit avec un microbiote fonctionnel, et donc on peut arriver à optimiser en fait ces interactions et à le piloter via le génotype de la plante. Donc on avait deux grandes questions qui sont effectivement la diversité et les traits fonctionnels du microbiote qui sont associés aux plantes et qui sont importants en fait en termes de santé. Et puis les traits génétiques de l'interaction, on a un fort focus en fait sur ce volet génétique parce qu'on pense effectivement que la plante reste un facteur important qu'on va mobiliser et qui peut effectivement recruter un micro-organisme bénéfique. Donc on avait en fait on va dire deux grands aspects dans le projet Deep Impact qu'on travaille. La première, c'est effectivement de partir de situations de terrain réelles chez les agriculteurs en mobilisant un réseau d'agriculteurs, parce que finalement, ces agriculteurs, ils expérimentent déjà beaucoup de choses. Ce qui manque peut-être, c'est simplement de pouvoir étayer ou documenter avec de la connaissance, finalement, qu'est-ce qu'on observe sur des choses qui marchent et qui semblent marcher puisqu'ils continuent à les pratiquer pour un certain nombre. Et puis derrière, effectivement, d'aller un peu, de faire ce pas de côté vers une meilleure compréhension des mécanismes et donc de produire de la connaissance académique qui est importante aujourd'hui, à mon sens, pour réellement positionner ce microbiote comme étant un facteur important en termes de transition agronomique vers une sortie des pesticides, en tout cas de prendre ce levier microbiote comme étant un facteur important. Alors le projet il est structuré, comme beaucoup de projets, en 4 work packages scientifiques qui vont permettre finalement de reprendre effectivement des aspects de corrélation de ce qui se passe au terrain, mais avec une étape très descriptive, très naturaliste, qu'on assume totalement dans le projet, mais aussi d'aller vers quelque chose de beaucoup plus expérimental qui va permettre effectivement d'aller de manière beaucoup plus approfondie dans la causalité et les mécanismes qui sont en jeu, qu'on va être capable de pouvoir mobiliser ensuite dans cette sortie des pesticides. Un work package d'évaluation des innovations qui est prévu à la fin du projet, et puis tout un environnement informatique parce qu'on génère beaucoup de données et donc il faut structurer cette information, il faut la rendre ouverte à la communauté scientifique en termes d'open access, et donc ça c'est quelque chose qui est important et qu'on a structuré. Un consortium qu'on a réuni de 10 partenaires académiques, multidisciplinaires, mais ça c'est le cœur de beaucoup de projets dans le cadre de ce projet de recherche, et puis donc essentiellement aux interfaces entre biologie et mathématiques. Alors, la contribution du microbiote à la performance des cultures au champ, donc ça permet vraiment, comme je vous le disais, de pouvoir étudier, regarder, analyser des contextes pédoclimatiques et des pratiques agronomiques contrastées qui vont nous permettre d'avoir des situations sur lesquelles il va être intéressant d'aller un peu plus loin sur la base de la compréhension mécanistique de ce qui se passe. Et donc pour faire ça, on a mobilisé une approche assez classique de description de ces communautés microbiennes par des approches, on va dire, moléculaires, d'écologie moléculaire, qui nous permettent finalement de rendre compte de qui est présent, en quelle abondance, quelles espèces et comment elles interagissent entre elles en mobilisant énormément d'outils mathématiques pour faire ça. Et donc ça, on l'a fait dans différents habitats
de la plante, c'est-à-dire qu'on va aussi bien dans le sol, les tissus racinaires, et puis la partie aérienne, la phylosphère. Et donc ça permet effectivement de générer un jeu de données important. Et donc, on est en train actuellement de pouvoir mettre en relation ces différentes données produites. Donc là, je vous ai juste mis pour illustrer, mais ce n'est pas l'objet du discours, de rentrer dans le détail de ce qu'on a produit. Mais en tout cas, l'ensemble des réseaux qu'on a mobilisés et les analyses qu'on a pu en faire nous démontrent qu'effectivement, on a eu une bonne stratégie dans la représentativité des pratiques agronomiques, des contextes pédoclimatiques et puis de la prévalence des bioagresseurs et de diversité de ces micro-organismes. Et donc là, on est actuellement dans une phase où on est en train d'intégrer par des outils mathématiques et statistiques ad hoc l'ensemble de ces informations pour effectivement démontrer des corrélations entre la contribution de ce microbiote sur une réduction de la maladie dans des contextes où effectivement la pression phytosanitaire a été supprimée. Ce qu'on a fait au champ, en fait, nous a aussi permis finalement d'aller vers quelque chose de beaucoup plus mécanistique en termes de compréhension. Et pour faire ça, vous le comprendrez bien que quand on est dans une description de cette diversité in natura, on a des difficultés de pouvoir accéder aux fonctions qui sont présentes dans ces écosystèmes dues à la complexité en fait, des acteurs et des interactions qui sont présentes. Et pour faire ça, en fait, on fait appel aujourd'hui, et je pense qu'on aura des illustrations dans les 2 exposés qui suivront, à des approches un peu plus réductionnistes, où on va plutôt aller essayer d'isoler finalement les différents acteurs de ces environnements et de pouvoir ensuite les manipuler au laboratoire par des approches expérimentales, en finalement réassemblant des interactions ou en recréant des interactions entre ces micro-organismes, mais de manière beaucoup plus simplifiée en termes de nombre d'acteurs qui sont présents. Par contre, l'intérêt de ces approches-là, c'est qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la description de ces acteurs, c'est-à-dire qu'on va être capable de comprendre finalement ce qu'ils sont capables de faire, de réaliser en termes de potentiel fonctionnel, et donc d'avoir accès aussi à des données génomiques. Et on est capable, à partir de ces informations-là, d'aller vers de la modélisation finalement de ces interactions. Donc là, simplement, il illustre un certain nombre de données qui sont produites, notamment dans la caisse de Rosac et Merlin, qui démontre en fait la caractérisation de ces micro-organismes qu'on a isolés à partir de nos différents contextes écologiques, qui sont représentatifs en fait de ces contextes écologiques et qui constituent donc une base importante. Et donc si on se projette au-delà du projet, finalement une base importante de ressources biologiques qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin d'un point de vue donc de la caractérisation de ces interactions dans le futur. La partie génétique de la plante est quelque chose aussi donc, qui est traité dans le projet avec 2 aspects. Là encore, ce qu'on souhaite faire dans le projet, ce n'est pas uniquement de pouvoir mettre le microbiote comme étant, ou la diversité microbienne comme étant, on va dire, un facteur de données quantitatives qu'on va utiliser dans un modèle de génétique quantitative classique que font les généticiens. Mais ça va vraiment être de pouvoir aller un petit peu plus loin dans les fonctions finalement des micro-organismes qui sont en association avec la plante. Donc là, on a toute une approche qui est double en fait, qui est soit d'utiliser des approches on va dire, où on décrit globalement toutes les fonctions présentes dans un écosystème dans nos sols, et puis une deuxième approche où on remobilise en fait ces collections de micro-organismes qu'on a parfaitement décrits et sur laquelle on va être capable d'aller sur les fonctions qui vont être importantes à mettre en relation en termes de critères de sélection. Donc l'idée, ça ne va pas être de sélectionner des interactions entre la plante et un certain nombre d'espèces microbiennes, mais de sélectionner la plante avec un certain nombre de fonctions microbiennes qui vont être importantes en termes d'adaptation ou de résistance à des stress biotiques. Et donc là, ces 2 approches, elles sont aussi portées en fait par 2 étudiants en thèse. Donc en résumé et pour finir, un certain nombre de données, et donc si vous avez les documents on va dire les livrets, vous allez retrouver tous ces chiffres qui sont présentés là. Donc une grande massivité de données qui ont été produites dans les différents aspects que je vous ai présentés aujourd'hui. Et je voulais juste terminer en fait sur finalement les perspectives, c'est-à-dire au-delà même si on est à mi-parcours, on commence à se projeter en fait sur finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir transférer d'un point de vue opérationnel de ce qu'on a produit. Et en fait, on a identifié 3 grands aspects qui sont bien sûr des sorties vers l'agronomie avec des indicateurs microbiens et de fonctions importantes d'un point de vue de la performance en fait, des systèmes de production autour de ces micro-organismes. Et donc là, on a vraiment des questions qui peuvent aller vers l'agriculture personnalisée ou de précision. Le biocontrôle, bien sûr, ces micro-organismes qu'on a mis en collection, donc ces ressources biologiques, elles vont être importantes en termes de biocontrôle et on peut aller vers de nouvelles solutions ou des nouvelles générations d'agents de biocontrôle. Et puis la sélection variétale, alors j'emploierai pas le terme d'holobionte, mais en tout cas de sélectionner des nouveaux génotypes de plantes cultivées qui vont optimiser en fait ces interactions et donc là potentiellement c'est des nouvelles cibles de sélection. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions. Et on va passer au 2e projet, donc Mathieu Barré, qui va nous parler de graines et de microbes avec Succide. Oui, merci Thibaut, merci Christophe.
Bonjour à toutes et à toutes. Donc oui, effectivement, là, moi, l'objet d'étude va changer un petit peu, quoi. On va se focaliser vraiment sur la graine. Et donc, dans le cadre du projet, hop là, Succide, des médiapos sont coupés. On peut se demander pourquoi finalement la semence est un élément clé dans le traitement phytosanitaire. Parce qu'on sait que c'est le vecteur donc, du patrimoine génétique des plantes, mais également, du coup, de temps en temps, le vecteur d'un certain nombre d'agents phytopathogènes qui sont véhiculés en fait par ce biais. Donc là, c'est une étude récente là, par des collègues du GVES, qui ont fait une étude bibliographique avec plus de 600 références sur, vous voyez, à 34 espèces cultivées. Donc on recensait environ 400 agents pathogènes, dont 172 sont vraiment transmis à et par les graines. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Et puis un deuxième élément, c'est quand bien même la qualité sanitaire des lots de semences est optimale, ce qui peut arriver, c'est quand on fait son semis, on a un certain nombre de contraintes biotiques et abiotiques, et notamment donc, des fontes de semis, et donc ça peut impacter l'installation des cultures. Donc pour ces raisons, historiquement, il y a des aspects de traitement de ces lots de semences, donc soit par des méthodes chimiques, soit des traitements physiques. Et donc, voilà, donc ça, du coup, forcément, ça impacte un petit peu la structure des micro-organismes qui sont associés à ces lots de semences. Donc, dans Succide, ce que l'on veut, sur ce qu'on travaille, c'est donc d'essayer d'identifier d'alternatives aux pesticides, vraiment sur l'objet semence. Et donc, on travaille ça sur 4 espèces végétales, blé, colza, haricots, tomates, avec un certain nombre d'agents pathogènes qui sont soit transmis par les graines, donc du porte-graines à la graine, donc c'est ce qui est en noir, ou qui provoquent des fontes de semis, c'est les agents pathogènes qui sont en rouge. Donc, ces solutions alternatives, on mobilise 3 leviers distincts. Donc là, je suis dans la session microbiote, je vais vous parler des travaux sur le microbiote, mais en amont de ça, un des leviers qui vous sera présenté cet après-midi par mon collègue Jérôme Verdier, c'est d'essayer d'aller moduler, d'optimiser les défenses de la graine lors de son développement. Et puis, il y a un autre de ces leviers qui est d'essayer d'aller se baser sur le fait que les graines produisent un arsenal de métabolites spécialisés, le relarguer spécifiquement lors de la germination, et donc d'aller un petit peu étudier plus en profondeur quels sont les déterminismes génétiques qui permettent la synthèse de ces métabolites spécialisés. Mais pour ce matin, je pars donc sur le microbiote, et pardon, oui. Et donc, une fois qu'on a ces solutions de ces 3 leviers, l'idée, le goulot d'étranglement, c'est d'aller formuler ça du mieux possible sur les espèces végétales considérées. Donc là, il y a un axe formulation qui est géré par 2 collègues, dont une personne qui est plutôt du domaine pharmaceutique, qui travaille sur des stratégies de nano-encapsulation. Et puis après, l'idée, c'est d'aller valider cela d'une manière opérationnelle au champ, en déployant donc les semences formulées au champ, et valider si ces solutions permettent une meilleure installation des cultures. Et donc, tout au cours du projet, il y a quand même un aspect de sortie opérationnelle. Donc, si effectivement les solutions proposées sont prometteuses, mais qu'elles sont trop coûteuses, ça ne va pas potentiellement fonctionner. S'il y a également des peut-être verrous, on va dire sociétaux, ça dépend du type de solution qu'on peut proposer, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a un work package qui est vraiment dédié également à l'analyse socio-économique des solutions qu'on propose. Et puis, un dernier work package de coordination. Donc, c'est parti pour le microbiote, après cette introduction du projet. Donc ça, c'est géré principalement par ma collègue Marie Simonin, qui ne peut pas être disponible aujourd'hui, mais qui était là hier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc, Marie, ce qu'elle a fait au tout départ du projet, c'est qu'elle a fait une analyse des données bibliographiques qui étaient disponibles dans la littérature. Et donc elle a recensé une 60aine d'études qui avaient analysé par des approches moléculaires la diversité des cortèges de micro-organismes qu'on retrouvait sur une diversité d'espèces végétales, plus de 50. Donc ça représentait 3000 échantillons. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'elle a pu mettre en évidence, c'est que effectivement la graine avait un cortège microbien très important, puisqu'on a recensé plus de 8000 taxons, on peut apparenter ça à une espèce, bactériens, et 2000 taxons fongiques sur l'ensemble de ces lots de semences. Autre composante intéressante, c'est si on regarde chaque espèce végétale indépendamment, et donc sur les différents lots de ces espèces végétales, donc chaque point, c'est une communauté associée à un lot de semences, et plus 2 points sont proches dans l'espace à 2 dimensions, plus ils partagent des communautés très très similaires. Et à l'inverse, plus ils sont éloignés, plus les communautés sont dissimilaires. Et vous pouvez clairement voir que finalement, on a un pattern de communauté qui est vraiment propre d'une espèce végétale.
Donc ça pose des questions. Donc Marc-André l'a signalé tout à l'heure, donc de coévolution. Et puis, mais du coup, on peut se demander donc spécifiquement sur l'objet graine, quel est, s'ils en ont un rôle de ces micro-organismes qui sont donc associés à ces graines. Et donc, on se pose deux questions principales dans un premier temps. C'est finalement ces micro-organismes sur la graine, lesquels sont transmis à la plantule et puis éventuellement plus tardivement au cours du cycle de développement de la graine. Ça, c'est la question numéro 1. Et la question 2, c'est qu'est-ce qu'ils font et est-ce qu'ils peuvent, oui ou non, moduler la germination et la levée. Donc, Christophe l'a déjà décrit, on utilise toutes et tous les mêmes approches. Donc, on part par une approche de diversité estimée par du séquençage d'ADN, c'est ce qui est sur la gauche. Et puis également une diversité récoltée. On isole autant qu'on peut un certain nombre de micro-organismes, champignons, filamenteux, levures, bactéries. Donc pour notre part, on a fait également ce travail de recensement, assez fastidieux mais nécessaire. Donc on a environ 2500 souches bactériennes, 1000 souches fongiques. C'est pas très important le nombre, mais ce qui est important de relever, c'est que finalement, même avec cet effort assez conséquent de caractérisation, on arrive à 10-20% de la diversité observée avec les approches moléculaires. Donc c'est déjà bien, mais ça veut dire qu'on n'est pas capable d'isoler la totalité de la diversité. La bonne nouvelle tout de même, c'est que ce qu'on isole, c'est des choses qui sont abondants, et donc potentiellement, s'ils sont abondants, ils sont potentiellement importants pour ces phases d'installation de la culture. Donc la seconde étape, c'est d'aller assembler ces micro-organismes en communauté. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste un screening souche par souche? Bon, parce que déjà, il y a beaucoup de souches, mais également parce qu'en fait, une graine, ce n'est pas simplement une espèce. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une diversité de micro-organismes qui sont associés. Donc on part plutôt sur des reconstructions, des assemblages de consortia, et donc on inocule sur graines. Donc si vous le souhaitez, il y a un papier récent là qu'on a copublié, là, parce qu'en fait, tout l'enjeu de ces types d'approches, c'est d'aller faire des designs de reconstruction un petit peu différents. Donc soit on peut augmenter le nombre d'espèces, la richesse, soit faire de la diversité phylogénétique, c'est-à-dire qu'on met des micro-organismes qui sont très différents, pas que des proches cousins, quoi. Ou alors des aspects de diversité fonctionnelle. Et donc la troisième étape, c'est mesurer la transmission de ces micro-organismes. Donc pour ce faire, ce que l'on fait, c'est que toutes nos souches, on est capable de les suivre avec des approches de séquençage. Grâce à leur polymorphisme de séquence, on peut très bien les retrouver à différentes étapes du cycle de développement de la plante. Donc post-inoculation de nos graines, on va suivre à différents stades, sur des plantules, des stades végétatifs, floraux, et même jusqu'à la semence de la génération N+1. Donc j'ai pas le temps de tout vous détailler. Donc là sur un modèle, le haricot, donc là par exemple je vous donne une petite introduction. Donc sur des plantules qu'on collecte donc 5 jours post-semis, qu'est-ce qu'on obtient? Donc là sur ce graphique, ce que vous avez, c'est en abscisse les différentes communautés qu'on a testées, avec des différents niveaux de richesse, mais peu importe, c'est pas le focus là c'est pas le point que je vais vous faire ici. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement les membres qu'on a inoculés sur les graines, nos souches, elles représentent sur les plantules 5 jours après 80% de l'abondance des micro-organismes totaux que l'on retrouve donc sur les plantules. Donc ce que ça veut dire, c'est que oui, on est capable d'inoculer des graines, on est capable de retrouver les micro-organismes qu'on a inoculés sur nos plantules. Donc ça c'est plutôt bien parce qu'on peut potentiellement du coup essayer d'aller identifier quelles sont les souches qui se transmettent bien et celles qui se transmettent mal, et est-ce qu'on peut trouver des déterminants qui sont impliqués dans le fait de bien se transmettre ou pas se transmettre. Je ne rentre pas dans le détail de ce graphique, simplement ce qu'il faut retenir ici, c'est que donc, en abscisse, vous avez l'abondance de ces souches sur les graines, en ordonnée, l'abondance de ces souches sur les plantules. Ce que vous pouvez vous rendre compte, c'est que finalement, il y a une belle relation linéaire. Donc finalement, que l'abondance initiale sur la graine, donc l'installation sur la graine vraiment initiale, semble être cruciale pour bien s'établir sur les plantules. Toutefois, ce n'est pas un phénomène aléatoire, il y a un signal phylogénétique, c'est-à-dire que c'est des familles bactériennes qui semblent être plutôt équipées pour réaliser ce type de fonction. Donc là, notamment, les points en violet sont des Enterobacteriaceae. Et donc ces Enterobacteriaceae semblent être assez bonnes collinisatrices des graines, ce qui se transfère par une très bonne colonisation des plantules. Donc ça, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les traits potentiels qui seraient impliqués dans le succès de colonisation de ces Enterobacteriaceae, il y a une opinion récente là, qu'on a publiée, qui va être publiée tout début d'année 2025. Donc, par contre, ce phénomène, il est transitoire.
C'est-à-dire que les micro-organismes qu'on retrouve sur les plantules, donc je vous ai dit 80% environ sont capables, on inocule nos graines, on retrouve environ 80% ça représente 80% de l'abondance relative des micro-organismes. Mais par contre, dans les stades plus tardifs, ça devient quasiment indétectable, au-delà d'1%. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a du remplacement, un turnover important, une réacquisition ou une acquisition de d'autres micro-organismes, probablement du sol, peut-être d'autres sources. Et donc finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que ces stratégies d'inoculation de graines, ça peut fonctionner si on veut vraiment moduler les phases précoces d'installation de la culture, mais ça risque de ne pas permettre de jouer sur d'autres traits plus tard lors du développement de la plante. Dernière étape, et je terminerai là-dessus, c'est ce qui est important du coup, c'est on arrive à implanter nos communautés, il y a certains membres qui se transmettent bien, et donc ce qu'on veut savoir à terme, c'est qu'est-ce qui sont plutôt bénéfiques, neutres, néfastes pour la croissance et la santé des plantes. Donc ça, on peut réaliser ça avec un certain nombre d'analyses phénotypiques, donc notamment sur la plateforme phénotype, avec des bancs de germination, on peut suivre quand le radicule sort exactement de la graine, on peut également avoir des cinétiques d'élongation des plantules. Et donc, grâce à ces outils, ce qu'on peut répertorier, du coup, c'est l'impact. Donc là, c'est sur un certain nombre de communautés qu'on a testées, toujours sur haricots. Je vous fais un de ces traits, j'aurais pu vous en présenter d'autres. Mais c'était le trait, je trouvais, qui était le plus intéressant, parce qu'on voit bien un panel. En fait, en fonction de l'identité des membres des communautés, on va sur un pourcentage de plantules dites normales, qui sont basées sur un certain nombre de critères morphologiques. Mais on peut aller aussi avec des plantules qui sont qui ne ressemblent plus vraiment à des plantules, les cotylédons, un cotylédon sur deux, ou des cotylédons complètement ramifiés. Et donc du coup, ce que ça démontre, c'est qu'il y a encore et donc tous ces micro-organismes, je le rappelle, sont vraiment isolés de la graine. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont ils peuvent vraiment être très bénéfiques, mais également néfastes pour la santé des plantes. Et donc ce qui est important pour l'instant, c'est d'essayer d'aller les répertorier, parce que si on veut essayer de favoriser certains ensembles dans le futur, en tout cas certains types de compositions, pour l'instant, avec les données qu'on a disponibles dans la bibliographie, on n'est pas capable de le prédire. Donc c'est pour ça qu'on a besoin encore d'accumuler un certain nombre de données sur ces différentes espèces. Donc les messages, j'ai oublié le S à retenir. Chaque espèce végétale a vraiment un microbiote de la graine qui est spécifique, qu'on a un certain nombre de souches, on est content avec cela, mais que ça ne représente qu'une partie de la diversité. Mais bon, déjà, ça nous permet de travailler, grâce à ce catalogue, sur les fonctions qu'on veut analyser. On a réussi à mettre en place un protocole efficace d'inoculation de Consortia microbia sur la graine, et ce qui permet la transmission aux plantules. Cependant, cette colonisation, elle est vraiment transitoire. Et qu'on a pu identifier également dans notre collection des souches qui modulent positivement ou négativement la vigueur, en fait. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant d'aller explorer déjà les mécanismes. Et donc c'est ce que je voulais finir par la perspective. Donc à ce jour, là, il y a 5 doctorants qui travaillent sur le projet. Donc là, la prochaine étape, c'est d'aller designer des consortia de sorte qu'on puisse limiter l'invasion des agents phytopathogènes qu'on travaille dans le projet, en se basant notamment sur un recouvrement pour les ressources eutrophiques. D'identifier les traits microbiens qui sont impliqués du coup dans une bonne colonisation des plantules. Est-ce qu'on peut identifier ces traits-là? Est-ce que finalement il y a trop de traits différents, on n'arrivera pas à en identifier certains? Ou est-ce qu'on peut retrouver certaines fonctions toujours surreprésentées chez les micro-organismes qui sont de bons colonisateurs? Et surtout, comment la plante répond à ces souches. Donc on a observé des données phénotypiques, mais on peut travailler un petit peu plus sur les aspects métaboliques et intégration de données omiques. Voilà, j'en ai terminé. Donc je voudrais remercier l'ensemble des partenaires qui travaillent sur le projet. Et puis, non, pas disponible pour vos questions, ce sera après. Et donc là, du coup, je vais laisser la parole à Corinne pour la prochaine. Tout à fait. Merci beaucoup Mathieu pour cette mise à jour sur Succeed. Et le troisième projet, le projet Vitae. Et c'est Corinne Vacher qui va nous en parler. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter des travaux qui sont conduits dans le cadre du projet Vitae, qui vise à développer de nouvelles solutions et à les combiner pour cultiver la vigne sans pesticides. Et donc là, je vais vous parler uniquement d'un seul work package du projet Vitae, qui est le premier work package qui s'intéresse à la gestion du microbiote de la vigne. Et donc, je vais vous montrer comment on combine des études au champ et puis des études en conditions contrôlées au laboratoire pour identifier des consortiums microbiens qui interfèrent avec les agents pathogènes de la vigne afin de renforcer le biocontrôle de ces maladies.
Donc, comme toutes les plantes, la vigne est colonisée par de nombreux micro-organismes. Elle est colonisée par de nombreuses bactéries, de nombreux champignons. Tous les organes de la vigne sont colonisés, donc les racines, les baies, les feuilles. Et comme on l'a dit précédemment, eh bien, le sol est le principal réservoir de biodiversité microbienne. Donc, sur ces deux images, vous pouvez voir des images du microbiote foliaire. En fait, chaque point vert est une cellule bactérienne. Et donc, vous avez des bactéries, là, sur la première image, à la surface de la feuille, ce sont des bactéries épiphytes qui colonisent un habitat microbien qu'on appelle la phylosphère. Et sur l'autre image, vous avez des bactéries à l'intérieur de la feuille, comme l'a montré Marc-André Sellos tout à l'heure. Donc, ce sont des bactéries endophytes qui colonisent l'intérieur des tissus et qui colonisent un habitat microbien qu'on appelle l'endosphère. Donc, cet ensemble de la plante plus son microbiote forme une entité qu'on appelle l'holobionte. Donc, comme l'utilité du terme holobionte peut être discutée, comme l'a dit Marc-André Sellos tout à l'heure, mais ce qui n'est pas discutable, eh bien, c'est que l'holobionte, c'est un système complexe. Donc, c'est un système complexe parce que c'est un système formé de très nombreuses interactions. C'est un système dynamique de micro-organismes et de virus en interaction. Donc, dans le microbiote, eh bien, il y a des bactéries dont la dynamique est contrôlée par des virus qui s'appellent des phages. Donc, dans le microbiote, il y a aussi des champignons et des oomycètes dont la dynamique est contrôlée par des mycovirus. Et ces deux groupes interagissent. Il y a même des bactéries à l'intérieur des champignons. Donc, c'est vraiment un système complexe d'interaction. Donc, c'est également un système complexe parce que c'est un système qui est contrôlé par le génotype de la plante. Et dans le cas de la vigne, c'est un système d'autant plus complexe qu'il y a, sur la vigne cultivée européenne, eh bien, il y a deux génotypes. Il y a le génotype du greffon et le génotype du porte-greffe, qui sont la plupart du temps différents. Et donc, ces deux génotypes sélectionnent le microbiote. Et enfin, c'est un système complexe parce que c'est un système qui est contrôlé par l'environnement. C'est un système qui est sous l'influence du climat, du sol et des pratiques culturelles. Donc, une des questions qui nous réunit en fait dans les différents projets là, qui viennent d'être présentés, c'est comment piloter ce système complexe pour le rendre moins dépendant aux pesticides chimiques. Eh bien, il y a différents leviers. On peut agir sur les micro-organismes. On peut introduire des micro-organismes qui protègent contre les maladies. Donc, c'est le biocontrôle classique par inoculation, par augmentation. On peut favoriser l'habitat des micro-organismes protecteurs pour qu'ils soient naturellement plus abondants dans l'environnement. Donc là, c'est une biologique par conservation. On peut agir sur les génotypes de la plante. Donc, on peut sélectionner des variétés de vignes qui s'associent naturellement avec un microbiote protecteur. Et puis, on peut agir sur l'environnement, favoriser des pratiques, des infrastructures agroécologiques qui sont vertueuses envers le microbiote. Donc, ceci fait que le pilotage du microbiote, eh bien, c'est un levier assez transversal parmi l'ensemble des leviers que l'on peut mobiliser pour sortir des pesticides en viticulture. Donc, sur ce schéma, on a essayé de représenter les grands leviers pour sortir des pesticides en viticulture. Bon, il y a d'abord la prophylaxie, comme par exemple l'exportation des feuilles en fin de saison pour réduire l'inoculum des maladies. Ensuite, il y a la sélection variétale. Donc, François Delmont nous en a parlé hier sur la vigne. On peut sélectionner des variétés qui sont directement résistantes aux maladies, mais à l'avenir, on pourrait aussi sélectionner des variétés qui ont des traits qui leur permettent de s'associer avec un microbiote bénéfique. Donc, on peut préserver la biodiversité à l'échelle de la parcelle ou du paysage. Donc, ça, c'est fait beaucoup actuellement pour préserver les populations d'ennemis naturels des insectes ravageurs, mais on pourrait aussi le faire pour préserver la biodiversité microbienne bénéfique. Et enfin, on peut mettre en place des méthodes de biocontrôle et de biostimulation. Et là, les micro-organismes sont utilisés de manière classique. Et enfin, un dernier levier, c'est la conduite de la vigne pour gérer le microclimat. Donc, il y a au moins 3 leviers dans lesquels le microbiote intervient. Donc je vais en revenir maintenant à la question principale du WP1 de Vitae. Donc, dans le WP1 de Vitae, on était au début du chemin et la question principale qu'on s'est posée, c'est quels sont les micro-organismes, les bactéries, les champignons, les virus, donc au sens large, qui interfèrent avec le cycle de vie du mildiou. Et on s'est focalisé sur le mildiou parce qu'en viticulture, c'est une des maladies qui est responsable d'une très grande partie de l'utilisation des pesticides chimiques.
Et donc notre but premier, c'est d'identifier ces taxons microbiens d'intérêt. Et ensuite, on cherchera à comprendre donc leur mode d'action. Est-ce qu'ils ont un effet antagoniste direct sur le mildiou, ou est-ce qu'ils agissent en stimulant les défenses de la vigne, ou est-ce qu'ils agissent plutôt en stabilisant le microbiote bénéfique. Donc, pour répondre à cette question, on a mis en place 4 grandes approches. Donc, dans un premier temps, nous avons comparé le microbiote de parcelles de vignes qui étaient sensibles ou moins sensibles au mildiou. Et pour choisir ces parcelles, nous nous sommes basés sur des bases de données épidémiologiques de l'Institut français de la vigne et du vin, l'IFV. Et donc là, vous voyez une étudiante en thèse, Paola Fournier, qui est en train de finir sa thèse, elle est en train de prélever des échantillons de feuilles et de sol pour analyser le microbiote sur ces parcelles. Donc, nous avons également comparé le microbiote de parcelles de vignes productives ou moins productives sur le long terme, parce que pour essayer d'identifier les micro-organismes qui soutiennent les rendements et donc qui permettraient une résistance à des stress multiples. Et donc là, pour choisir les parcelles, nous nous sommes appuyés sur des bases de données de rendement de l'entreprise Moitensi en Champagne. Et là, nous avons non seulement étudié le microbiote du sol et des feuilles, mais aussi celui des racines. Donc, dans une troisième partie de ce WP1 du projet Vitae, nous avons comparé le microbiote d'espèces et de variétés de vignes résistantes au mildiou versus des variétés plus sensibles au mildiou. Donc, nous sommes allés étudier le microbiote de vignes sauvages américaines qui sont naturellement résistantes au mildiou. Donc, vous avez des images ici là, de vignes sauvages qui sont résistantes au mildiou. Nous avons prélevé sur la côte est des États-Unis, qui est le lieu, le centre d'origine du mildiou. Et puis, nous avons également collecté le microbiote de nombreuses variétés de vignes qui sont dans des collections ampélographiques à Bordeaux, à Vassal, à Colmar, et puis à l'Université de Cornell aux États-Unis. Et enfin, nous nous sommes aussi intéressés au virus dans le WP1 de Vitae. Nous avons comparé le virome de souches de mildiou agressives ou moins agressives afin d'identifier des virus qui pourraient moduler l'agressivité du mildiou. Et pour cela, nous nous sommes appuyés sur les souches OTEC de mildiou de l'UMR-SAV. Donc, je vais vous présenter très rapidement quelques résultats. Donc, de la première partie. Donc, dans la première partie, nous avons sélectionné des parcelles avec une forte ou une faible sensibilité au mildiou. Donc, nous avons sélectionné 7 paires de parcelles cultivées avec le même cépage, le même mode de gestion, des parcelles proches. Mais malgré toutes ces similarités, ces parcelles ont une sensibilité contrastée au mildiou selon les relevés épidémiologiques de l'IFV. Pour identifier les micro-organismes qui sont associés à une plus faible sensibilité au mildiou, nous avons collecté des feuilles et du sol en tout début de saison, avant les premiers traitements fongicides. Et donc, nous avons décrit le microbiote sur ces parcelles. Ici, vous avez la composition du microbiote fongique en haut et bactérien en bas. Et donc, un des résultats principaux de cette étude, il est représenté sur ce graphique. Nous avons pu mettre en évidence des taxons microbiens qui étaient associés de manière systématique avec les parcelles peu sensibles au mildiou. Donc, ce sont les taxons microbiens qui sont en bleu, là, en haut, qui sont d'intérêt pour le biocontrôle. Et parmi ces taxons microbiens, on a trouvé un grand nombre de levures basidiomycètes. Donc, nous nous sommes dit que... la suite, ça a été donc d'isoler ces micro-organismes. Donc, nous avons isolé ces souches d'intérêt. Ici, là, vous voyez les souches isolées dans les tubes avec les bouchons en rouge. Nous avons isolé et puis combiné, sous forme de communauté microbienne synthétique, comme Mathieu vous l'a expliqué. Nous avons combiné et appliqué sur des disques foliaires confrontés au mildiou pour valider leur effet sur le mildiou. Et donc, je vous montrerai un tout petit résultat. Tout petit. Donc, nous avons ici sur cette diapositive, vous avez la liste des micro-organismes d'intérêt, des levures d'intérêt en vert, les levures que nous avons isolées. Et puis là, vous pouvez voir sur ce graphe qu'il y a 2 de ces levures qui ont un effet très fort sur le développement du mildiou et qui ont réduit le développement du mildiou plus que un des produits commerciaux qui s'appelle le Taegro. Donc, ce sont des résultats plutôt prometteurs. Et donc, à l'avenir,
C'est la dernière diapositive. Nous avons prévu de concevoir donc, des consortia de levure qui seraient efficaces contre le mildiou, d'analyser leur mode d'action, définir leurs conditions d'application au champ. Et puis, voilà, il y aura aussi des travaux à mener sur l'identification des infrastructures agroécologiques qui favoriseraient ces consortia de levure, et puis l'identification des traits de la vigne qui les favorisent, afin de lancer des programmes d'amélioration variétale. Et ça, ce sera fait dans le cadre du Parsada, notamment. Merci à tous. Désolée pour le dépassement. Merci Corinne.